Prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela. La pègre on en est, la chienlit aussi, des éléments parfaitement incontrôlés, des indésirables, des autres enragés, et quelques milliers de groupuscules isolés. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des juifs et des Allemands. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des juifs allemands. Salut à tous et salut à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Nous le savons tous et toutes, la répression est devenue un sujet politique absolument majeur dans le cadre de ce libéralisme universellement déployé qui opte de plus en plus vers l'autoritarisme et le néofascisme. Pour autant, même s'il y a un seuil qualitatif, on le sait également, la répression n'est pas un thème tout à fait neuf. Ça remonte à il y a plusieurs années et aujourd'hui, c'est l'occasion de s'en souvenir en chanson, en chant de bataille, ça va sans dire. Un chant de bataille qui nous ramène à 1968, qui s'appelle La Pègre et que nous devons à Dominique Grange. Dominique Grange est une chanteuse, une autrice, compositrice, interprète. Est-ce que vous êtes une révoltée alors ? Oui, vous savez, c'est toujours un peu prétentieux de dire qu'on est une révoltée parce que ça a l'air de vouloir dire qu'on a un message. Moi, j'ai pas du tout de message, mais quand on regarde autour de soi, c'est assez difficile de pas être révolté. J'écris des chansons qui sont plus dans la tendresse, dans la demi-teinte. En tout cas, je crois pas que j'ai des chansons de révolte, mais j'ai des chansons qui constatent, qui sont mon œil ouvert sur les choses qui se passent à côté de moi, parce que j'en suis consciente. On pourrait presque dire qu'avant mai 1968, c'était quasiment une chanteuse de variété. Elle s'est fendue de plusieurs albums, a réalisé plusieurs duos avec Guy Béard, elle était connue du grand public et apparaissait régulièrement à la télévision. Et avec mai 68, sa vie bascule, puisqu'elle décide de mettre son talent artistique au service de la cause dans le cadre du comité révolutionnaire des actions culturelles. Tout de suite, je me suis posé la question de comment rentrer dans ce mouvement quand même, comment y être, parce que c'était clair, l'ennemi pour moi était clair, c'était l'État et les forces de police chargées de protéger l'État. Voilà. Donc je voulais être avec les étudiants. Et puis quelques jours plus tard, ou le lendemain, je sais pas, j'entends à la radio Lenny Escudero, qui était un chanteur extrêmement connu et aimé, très populaire. J'entends Lenny Escudero qui fait un espèce d'appel indirect en disant « Nous, on est des privilégiés, on est chanteurs, des artistes et tout, on a la belle vie. Aujourd'hui, les gens qui se battent sont dans la rue. Eh il faut qu'on prenne nos guitares et puis qu'on fasse quelque chose et qu'on aille les voir et qu'on chante. » Ça me va très très bien. Et je fonce à la Sorbonne, où je suis très très bien accueillie par un comité où il y a des chanteurs, des artistes, c'est vrai, qui s'appelle le CRAC, Comité révolutionnaire d'action culturelle, et où on me dit, si t'es partante, il y a telle usine qui commence à se mettre en grève, on pourrait aller chanter, on peut aussi chanter dans la rue pour faire des caisses de solidarité, soutenir les conflits, soutenir les luttes et les occupations dans les usines. Et puis chanter dans les facs, occuper, ça commence comme ça. Dès lors, elle n'aura plus de cesse que de chanter son engagement, mais aussi de chanter pour l'engagement de manière plus globale. Elle-même sera extrêmement active au sein d'une organisation politique de la gauche révolutionnaire, marxiste-léniniste, c'est comme ça qu'on disait, c'est-à-dire maoïste, qui s'appelait la gauche prolétarienne. Le nom vous dit probablement quelque chose, avec notamment son journal La cause du peuple, soutenu, pardonnez du peu, par Jean-Paul Sartre en personne. La gauche prolétarienne, elle lancera de toutes les initiatives, y compris dans les réseaux les plus clandestins, y compris après l'autodissolution de la GP, de la gauche prolétarienne, à la toute fin de l'année 1973. Dominique Grange, après, va rester fidèle à ses idées, sans parler à sa place. Elle défend aujourd'hui des idées plutôt libertaires, proches de la CNT. Elle est régulièrement de tous les combats sociaux, les combats de société ou encore sur des dossiers liés aux questions internationales. Elle oublie rarement de faire appel
à son compagnon Jacques Tardy, l'immense dessinateur, pour qu'une de ses œuvres appuie telle ou telle brochure, telle ou telle affiche, pour telle ou telle campagne. C'est donc à Dominique Grange que nous devons cet album en 1968, réalisé à Chaux pour célébrer bien entendu l'immense révolte sociale qui vient d'avoir lieu. Et dans cet album figure donc le champ de bataille qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle La Pègre, où elle proclame la chose suivante. Nous sommes des gauchistes, des aventuristes, une manière de répondre évidemment aux détracteurs de l'époque, marxistes, léninistes, guévaristes ou trotskistes, nous sommes des anards, nous en avons marre de voir vos flicards quadriller nos boulevards. Et puis le refrain qu'on connaît un peu plus. Nous sommes tous des dissous en puissance, nous sommes tous des juifs et des allemands, nous sommes tous les dissous en puissance, nous sommes tous des juifs allemands. Nous sommes tous des dissous en puissance, nous sommes tous des juifs et des allemands. Alors, des juifs allemands, c'est une formule en mai 68, et après, dans le cadre de cet album, qui cherche évidemment à se solidariser de Daniel Cohn-Bendit à l'époque. Évidemment, on parle de temps lointain où Daniel Cohn-Bendit était de gauche, et une figure qui l'ignore du mouvement étudiant. Quelle est la nature réelle du mouvement ? La nature du mouvement est celle que des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie. Daniel Cohn-Bendit qui s'était fait méchamment étriller au tout début du mois de mai 1968 par un article du journal, ou plutôt du torchon d'extrême droite qui s'appelle Minute, et qui le qualifiait de juif allemand. Ceci étant, il se faisait également régulièrement étriller par le journal L'Humanité en qualité cette fois-ci d'anarchiste allemand. Daniel Cohn-Bendit, on le sait, était donc un des représentants du mouvement du 22 mars de Nanterre. Le mouvement du 22 mars débute donc le 22 mars par une occupation de la tour administrative de l'université pour se solidariser avec un certain nombre d'étudiants de la fac qui ont participé à une action commando contre l'American Express afin de s'opposer à la guerre du Vietnam. Parmi eux figure un certain Xavier Langlade qui était un dirigeant du service d'ordre d'une organisation dont le nom me dit vaguement quelque chose, la Jeunesse communiste révolutionnaire. Et on sait à quel point ce mouvement du 22 mars à Nanterre aura une incidence sur l'ensemble du mouvement étudiant, et que ce mouvement étudiant, notamment durant l'évacuation par les forces de l'ordre de l'université de la Sorbonne au tout début du mois de mai, aura une incidence cette fois-ci sur ce qui reste à l'heure actuelle la plus grande grève générale de l'histoire sociale de ce pays, avec quelques 10 millions de grévistes. Donc, juif allemand, c'est une manière de persister, de signer dans l'implication de ce mouvement de la jeunesse qui a été pour quelque chose dans cette immense rébellion qu'a été mai 1968. C'est la pègre, c'est la chienlit, etc. Les éléments incontrôlés, les groupuscules, les indésirables, tous ces mots dont le pouvoir va qualifier les manifestants et qui finalement sert à les ridiculiser, à dévaloriser ce qu'ils sont en train de faire, et donc aux yeux de l'opinion, bien sûr, à dire, vous voyez, c'est la fange qui sort du pavé, etc. Voilà. Donc cette chanson, c'est oui, la pègre, on en est, on le revendique, on est la chienlit, on est là pour vous faire chier, pour vous emmerder, mais nous sommes tous des juifs allemands, puisque le refrain, c'est ça, c'est au moment où Cohn-Bendit est menacé d'être expulsé. Donc tout le monde reprend ce slogan, nous sommes tous des juifs allemands, et moi j'écris cette chanson, voilà. Quant à l'expression « nous sommes tous des dissous en puissance », là, il s'agit de se solidariser avec toutes les organisations politiques de la gauche, au nombre de 11 de mémoire, qui ont été dissoutes par le pouvoir gaulliste au tout début du mois de juin 1968. On le sait, le pouvoir gaulliste reprend la main à la toute fin du mois de mai avec une démonstration de force, notamment le long des Champs-Élysées. Et tout de suite après, c'est la répression, la dissolution de ces groupes qui, de près, voire de loin, ont participé aux événements de mai 68, et notamment la fameuse Nuit des barricades. Parmi ces organisations dissoutes, qui sont au nombre de 11, on trouve donc l'UJCML, l'Union des jeunes communistes marxistes-léninistes. C'est à partir d'eux notamment que la gauche prolétarienne va se constituer. On trouve également la Vie ouvrière, qui est l'ancêtre de l'organisation que vous connaissez, nos camarades de Lutte ouvrière. Et puis on trouve bien entendu, ça va sans dire, la Jeunesse communiste révolutionnaire, qui deviendra la Ligue communiste,
qui elle-même, quelques années plus tard, deviendra la Ligue communiste révolutionnaire, puisque la Ligue communiste va être également dissoute à la fin de l'année 1973, suite à un meeting un petit peu audacieux, on va le dire comme ça, tenu contre un meeting fasciste à la Mutualité. Comme me le disait un ami et camarade qui s'appelait Alain Krivine, dont le sens de l'humour légendaire n'est plus à démontrer, de toute façon, dissous, c'est pas cher, et rien n'empêche une organisation de renaître quelques mois plus tard après sa dissolution, avec un nom légèrement différent. Le problème, pour se reconstituer, est donc d'abord et avant tout organisationnelle et politique. Et tout l'atout de la chanson de Dominique Grange tient au fait qu'elle le traite politiquement et elle appelle à cette unité de tous et de toutes, alors qu'elle-même a déjà un engagement, et j'y vois comme un petit appel pour nous dans le cadre de l'actualité qui nous intéresse. C'est dans vos prisons, c'est dans vos bourgeons que nous écrirons nos plus belles chansons. Vous n'avez rien vu, vous n'y avez pas cru, vous l'aurez voulu, ça se passe dans la rue. Nous sommes partout, ce n'est qu'un début, la lutte continue. Je dis c'est d'autant plus salutaire que Dominique Grange, elle, a donc ses propres opinions politiques. Elle va donc être une militante active de la gauche prolétarienne. Et c'est l'occasion dans cette chronique de se pencher 30 secondes sur la réalité de la famille maoïste en France au tout début des années 1970. Famille politique qui a regroupé probablement plusieurs dizaines de milliers de militants et militantes, c'est-à-dire une des organisations les plus importantes de la gauche révolutionnaire. Donc il s'agit d'essayer de le comprendre sans dogmatisme, même avec l'extériorité qui est la mienne, puisque vous l'avez compris, je ne viens pas franchement de cette famille politique-là. Essayez donc d'analyser ce qui a pu polariser, fasciner même une partie de cette génération au début des années 70 dans le cadre de ce qu'on appelait la révolution culturelle chinoise. Le Vietnam brûle et moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigole et moi je vole Mao, Mao. Le napalm coule et moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient et moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao. Le petit livre rouge qui fait que tout enfant bouge. La révolution culturelle, elle va s'étaler de 1966 en Chine jusqu'en 1976, date de la mort de Mao Tse-tung, le grand timonier. C'est l'allégorie pour dire qu'il était capable de diriger le grand navire qu'était la Chine. Cette révolution culturelle se proposait officiellement de tout changer des vieux motifs culturels de l'ancienne société, notamment ce qu'on appelait les 4 vieilleries, c'est-à-dire les vieilles traditions, les vieilles cultures, les vieilles idées, etc., etc. Pour ce faire, Mao Tse-tung va faire appel à un authentique mouvement de masse de la jeunesse, des millions de jeunes lycéens et étudiants en particulier, qui vont constituer ce qu'on va appeler les gardes rouges, avec comme manuel très célèbre le Petit Livre rouge, qui lui a été écrit en 1964 et qui est donc le recueil des citations du président Mao. Tout commence donc, on va dire, un peu officiellement, à partir de l'été 1966, dans ce qu'on a appelé l'Août rouge, c'est-à-dire que sur la place Tiananmen, à Pékin, des dizaines de milliers de jeunes gardes rouges sont rassemblés et sont donc adoubés par Mao Tse-tung et vont donc s'attaquer pas simplement aux vieilles choses, mais aussi à un certain nombre d'individus, des recteurs d'université ou encore des responsables de partis qui, étrangement, ne font pas partie de la fraction politique de Mao Tse-tung. Ce qu'on appelle les catégories sociales noires, y compris les révisionnistes et les contre-révolutionnaires. En réalité, il y aura énormément d'exactions, beaucoup de morts, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, probablement des millions. D'ailleurs, la situation va même échapper au contrôle de Mao, va virer à la guerre civile, qui, quelque temps plus tard, n'hésitera pas du côté de Mao, à faire appel à l'armée pour rétablir la situation. Il n'hésitera pas non plus à faire déporter des millions de ces jeunes gardes rouges dans les montagnes, dans les campagnes. Donc le bilan de la révolution culturelle, c'est ce bilan tragique qui n'a rien à envier de ce qui a été le bilan tragique du socialisme dit réellement existant à l'Est. Sauf que, évidemment, ce bilan-là, en 68, 69 et probablement au début des années 70, on l'ignore ou alors on ne veut pas le voir. Il y a en réalité des explications peut-être plus profondes pour comprendre tout ça. D'abord, il y a une forme d'identification dans une partie de la génération étudiante qui s'est mobilisée en France en mai 68 avec l'aspect révolution culturelle, c'est-à-dire une révolution qui se propose de tout bouleverser. L'aspect social, l'aspect sociétal, mais aussi l'aspect culturel. D'autant plus que, en apparence en tous les cas, Mao Tse-tung défend également un aspect qui se veut anti-bureaucratique
Et ça répond à des aspirations de dizaines de milliers de jeunes en France qui, à ce moment-là, cherchent un fonctionnement qui n'est pas verticaliste, qui est horizontal, avec des aspirations quasiment libertaires. D'ailleurs, l'AGP, la gauche prolétarienne, on les appelait les Mao-spontes, c'est-à-dire cet aspect spontanéiste, mouvementiste, en effet, qui collait à la période. Qui collait à la période, en tous les cas, là aussi en apparence, puisqu'on l'apprendra définitivement plus tard, même si on s'en doutait, la direction, elle, de l'AGP n'avait rien à envier aux directions les plus staliniennes des partis les plus staliniens de la période. Et puis, il y a un problème plus substantiel, c'est que cet aspect mouvementiste doit essayer quand même de régler sur le long cours une solution organisationnelle. Et c'est ça qui ne va pas résister au temps, ce qui fait qu'à partir de 1973, c'est une décrue des effectifs absolument spectaculaire qui aboutira donc à l'autodissolution de ce courant à la fin de la même année. Le point d'orgue du développement du mouvement maoïste en France a lieu probablement au tout début de l'année 1972 avec la mort d'un jeune militant de l'AGP, de la gauche prolétarienne, qui s'appelait Pierre Auverney. Pierre Auverney s'était fait embaucher, s'était établi à Renault et il va être assassiné par un agent de sécurité qui sera en réalité membre d'une milice patronale d'extrême droite et qui invoquera des circonstances de légitime défense qui en réalité n'ont jamais eu lieu. D'ailleurs, cet agent de sécurité lui-même sera assassiné par un commando militaire d'extrême gauche quelques années plus tard, qu'on ne retrouvera jamais, qui a revendiqué ces faits. C'est important aussi de comprendre que la tentative de lutte armée, même s'il a été embryonnaire en France, comme action directe dans le sillon de ce courant politique-là, intervient dans ce cadre-là. Pour donner une petite idée, à l'enterrement de Pierre Auverney, il y a eu plus de 150 000 manifestants et manifestantes pour accompagner son cercueil à Paris. C'est à partir de là que l'organisation va décliner. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'assassinat de Pierre Auverney, qui était un camarade maoïste de notre organisation et qui a été assassiné par un vigile à Renault-Billancourt, à la porte de Renault-Billancourt, lors d'une distribution de tracts qui appelait à une manifestation le soir à Charonne pour commémorer l'assassinat des militants communistes à Charonne. Et l'enterrement a eu lieu ici, là, à côté de l'endroit où on est, à côté du Père-Lachaise. Et ça a été une énorme manifestation de colère avec entre 200 et 300 000 personnes. Et ce matin, on a commémoré sa mort. Et tous les ans, on se retrouve. On est là, en tout cas, pour lui. Je suis entrée à l'AGP à la création, début 69. J'étais à l'époque à la fac de Vincennes. On avait créé un comité de base et puis le comité de base est devenu gauche prolétarienne parce qu'il y avait dedans des militants qui venaient de l'UJCML, maoïstes donc. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Pierrot, c'était à l'AGP. La deuxième raison, je crois, qui explique le succès de l'AGP, est peut-être plus globale et dépasse les frontières. En réalité, on a toute une nouvelle génération militante dans les années 60 qui va se politiser contre les luttes coloniales et qui aspire à trouver une réponse socialiste face au capitalisme qui ne renvoie pas à l'exemple glacé qui est celui du Kremlin et de l'URSS. Alors il existe bien sûr déjà à l'époque des courants communistes révolutionnaires clairement anti-staliniens, les trotskistes par exemple, mais même ça vous renvoie au bilan de l'URSS, à l'opposition de gauche de Trotsky face à Staline. Pour la petite histoire, la jeunesse communiste révolutionnaire dont je vous parlais tout à l'heure, née en 1966 en se revendiquant comme trotsko-guévariste. C'est-à-dire que cette organisation regarde pas du côté simplement de l'URSS, mais regarde du côté de l'Amérique latine, en essayant de trouver, selon la formule consacrée, un corps un petit peu plus chaud du marxisme. Et je crois qu'avec les mêmes idées, mais des réponses différentes, il y a une partie de cette génération qui va donc regarder du côté de la Chine et de la révolution culturelle, avec sa part d'illusion politique, avec sa part aussi de dogmatisme. Dominique Grange, elle, est restée fidèle à ses idées, c'est tout à son honneur, mais on le sait, certains anciens Mao, aujourd'hui, ont gardé le même dogmatisme pour défendre des idées on ne peut plus libérales et on ne peut plus dominantes. Je termine, ça va sans dire, par une citation du président Mao qui expliquait, paraît-il, que les bousses de vache sont bien plus efficaces que les dogmes parce qu'elles, au moins, elles permettent de faire de l'engrais. Je vous laisse deviner ce qu'on peut faire avec l'orientation politique maoïste des années 70. Prenez soin de vous. Et vous, les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle,
Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus d'une autre. À tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans.